Bonjour tout le monde. On va commencer bientôt. On va attendre que tout le monde se rejoigne le webinaire. Bonjour tout le monde. On va commencer bientôt. On attend juste que la plupart des gens nous rejoignent. Alors, on va commencer. Bonjour et bienvenue à tous. Euh, Mon nom est Naolo Charles. Je suis directeur de programme communauté à la Fondation Mekono. Je vous appelle depuis le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississaugas du Credit, les Anishinaabeg, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, un lieu qui abrite aujourd'hui de nombreuses Premières Nations, des Inuits et des Métis, et qui est connu sous le nom de Toronto. Cette ville abrite également de nombreuses personnes qui sont venues ici en tant que colons, en tant que migrants de cette génération ou des générations précédentes, et ceux et celles qui sont venus ici involontairement, en particulier ceux et celles qui ont été amenés sur ces terres à la suite de la traite transatlantique des esclaves et de l'esclavage. Alors que nous reconnaissons la terre où nous nous trouvons comme une terre autochtone, je voulais également rendre hommage aux ancêtres d'origine et de descendance africaine que l'histoire a amenés sur ces terres. Dans quelques instants, nous partagerons aussi la reconnaissance territoriale au nom de la Fondation Mécano. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, nous allons nous assurer que tout le monde a accès aux outils dont ils ont besoin pour le webinaire. Alors, tout d'abord, quelques conseils techniques. Pour activer les sous-titres automatiques, cliquez sur le bouton Afficher les sous-titres ou CC Show Caption si vous avez installé Zoom en anglais au bas de votre écran et activez-le. Nous disposons aujourd'hui d'interprètes en langue des signes québécoise. Veuillez cliquer sur le bouton Interprétation en bas de votre écran, puis sélectionnez Interprétation ESL pour pouvoir avoir accès à l'interprétation. Et la fenêtre avec les interprètes s'affichera. Enfin, vous remarquerez peut-être que vous êtes en sourdine et que la vidéo est éteinte. Cela s'explique par le fait que nous enregistrerons le webinaire pour le publier sur notre site web et que nous ne voulons pas porter atteinte à la vie privée de quiconque. Le chat est ouvert, en particulier si vous avez besoin d'une assistance technique de notre équipe de communication. Si vous avez une question, cliquez sur le bouton Q&A pour ouvrir la boîte de dialogue. Vous pouvez également voter pour les questions semblables aux vôtres. Si vous ne trouvez pas la boîte de questions-réponses, utilisez le chat pour poser vos questions. Certaines questions recevront une réponse écrite pendant la session, mais nous allons aussi répondre à toutes les questions en direct lors du segment des questions et réponses à la fin du webinaire. Le webinaire et les diapositives vous seront envoyés après la session, ainsi que les réponses écrites à toutes les questions posées. Nous allons maintenant faire une pause d'1 minute au cas où vous auriez des problèmes techniques. N'hésitez pas à utiliser le chat ou l'onglet questions-réponses pour demander de l'aide. OK, alors on n'a pas de questions.
Peut-être qu'on peut passer à la prochaine slide, si ça vous va. Alors, la reconnaissance territoriale. La Fondation Mécano est une fondation familiale privée canadienne qui œuvre en faveur d'une société résiliente, inclusive et durable, capable de relever avec succès les défis complexes auxquels elle est confrontée. La Fondation McConnell a été fondée par J.W. McConnell en 1937 et est actuellement basée à Montréal, ce qui explique notre longue histoire et nos partenariats au sein de l'agglomération montréalaise. Nous le faisons par le biais de partenariats de financement et d'investissement. Alors, nous avons trois sphères d'intérêt. Je m'excuse. OK. Euh, Au niveau de la reconnaissance territoriale, si on peut nous ramener à cette slide de la reconnaissance territoriale. Parfait. Alors, les bureaux de la Fondation McConnell sont situés en territoire ancestral autochtone non cédé, un lieu connu sous le nom de Tiohtià:ke et Kanen'ka et Moniang en Anishinaabemowin. Nous reconnaissons la nation Kanen'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux de ce territoire, qui a longtemps été un lieu d'échange et de rencontre entre diverses nations. Alors, si on peut passer à la prochaine slide qui parle de nos sphères d'intérêt. Donc, nous avons en fait trois sphères d'intérêt. La réconciliation avec les communautés autochtones, avec une stratégie de réconciliation économique en collaboration et en aliment avec la stratégie économique nationale autochtone. Ensuite, nous avons la stratégie climat qui regarde principalement les projets environnementaux avec une stratégie de réduction des émissions carbone. Et les communautés, et nous avons la stratégie communauté dont nous parlons aujourd'hui, qui est axée sur le soutien aux communautés privées d'équité pour renforcer leur pouvoir et s'attaquer aux problèmes systémiques. Nous disposons également d'un flux de financement distinct pour les projets spécifiques à Montréal, en reconnaissance de notre longue histoire à Montréal. Alors, si on peut passer à la prochaine slide. Il y a quelques années, nous étions en pleine pandémie. Au milieu de cette période sans précédent où la plupart des gens craignaient pour leur vie, le meurtre de George Floyd s'est produit, provoquant une onde de choc dans la société. C'était pas la première fois qu'un tel événement était filmé, mais les gens ont réagi différemment à cet événement. Depuis lors, nous avons aussi entrepris un cheminement en examinant en profondeur la manière dont nous travaillons et avec qui nous travaillons, ce qui nous a conduit à affiner notre nouvelle stratégie. Nous nous concentrerons désormais officiellement sur le financement de projets s'attaquant aux problèmes systémiques rencontrés par les groupes privés d'équité en mettant l'accent sur les communautés racialisées et l'intersectionnalité. Qu'est-ce que cela signifie? Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, cela signifie que les projets qui tentent de s'attaquer aux problèmes systémiques qui touchent ces groupes en centrant le leadership de ces groupes auront une plus forte probabilité de recevoir notre support que les projets qui ne le sont pas. L'intersectionnalité nous permettra de continuer notre support aux communautés privées dignes d'équité, incluant les personnes vivant avec un handicap, les groupes LGBTQ, les immigrants, les réfugiés, les personnes qui vivent en zone rurale, les jeunes, les aînés, juste pour citer quelques exemples. Nous n'avons pas pris cette décision à la légère. En consultant les groupes communautaires sur le terrain, nous avons appris que les groupes racialisés sont généralement les plus touchés par les problèmes systémiques et les moins soutenus par la philanthropie. Afin de remédier à ce préjudice historique, la sphère d'intérêt communauté mettra l'accent sur les groupes racialisés et sur l'intersectionnalité. Notre sphère d'intérêt recherchera intentionnellement des partenariats avec des groupes travaillant sur des questions systémiques affectant les personnes à l'intersection de plusieurs identités marginalisées. Il s'agit d'une importante étape pour nous, mais nous espérons également que ce sera un catalyseur de changement pour les communautés et pour le secteur. Ces changements s'ajoutent donc à une stratégie déjà fortement axée sur l'équité et les changements des systèmes. Notre focus sur le changement de système traduisait déjà une volonté d'utiliser nos ressources pour avoir un impact sur le plus grand nombre de personnes possible. Désormais, en investissant nos ressources dans l'amélioration de la protection des personnes les plus marginalisées de la société, nous pensons que nous créerons les conditions les plus favorables pour tous.
Donc cette annonce s'accompagne donc de plusieurs appels à l'action adressés aux groupes communautaires qui désirent s'associer à nous, au secteur, à la société dans son ensemble et à nous-mêmes en fait. Si on peut passer à la prochaine diapositive. Alors pour rappel, notre stratégie est axée sur la promotion du changement de système en s'appuyant sur deux piliers, l'action collaborative, l'action collective et le changement des politiques. Il existe de nombreuses définitions du changement de système, comme celle de FSG. euh, En anglais, ils appellent ça le Water of Systems Change. Ces définitions-là, elles sont excellentes. Mais je pense qu'en fait, on peut tous être d'accord sur le fait que le changement de système consiste à créer des changements qui euh, réduiront ou résoudront des problèmes systémiques. Les problèmes systémiques, quant à eux, peuvent être décrits comme des défis profondément enracinés qui échappent au contrôle des individus et qui sont façonnés par l'interaction de forces historiques, institutionnelles et collectives. La stratégie que nous avons était déjà axée sur le financement de changements de politique pour traiter les problèmes systémiques et la compréhension qu'on avait était vraiment en termes de changement de loi. Notre stratégie reposait également sur le financement de l'action collective. Nous expliquons souvent que l'action collective, c'est vraiment lorsque les groupes doivent travailler sur un problème qui ne peut pas être résolu par des organisations isolées. Seule la collaboration entre les communautés, les organisations et les secteurs peuvent résoudre ce problème systémique. Alors passons maintenant à notre stratégie affinée qui s'appuie sur les deux piliers suivants. Notre stratégie affinée reprend les deux piliers existants, à savoir l'action collective ainsi que les changements des politiques, en y apportant quelques petites modifications. Vu que nous sommes en transition entre la stratégie précédente et celle que nous avons raffinée, il est important de noter que nous allons traiter les demandes déjà en cours en connaissance de cause. Donc, ceux qui ont déjà des demandes en cours ne vont pas être pénalisés avec les changements qu'on a fait avec le raffinement. Nous avons également le plaisir d'introduire un troisième pilier. C'est un pilier qu'on appelle le pilier de la régénération, dont nous parlerons plus en détail après avoir passé en revue les deux premiers piliers. Et tout d'abord, je voulais un peu expliquer la vision, les mises à jour et les appels à l'action pour chacune de nos deux stratégies existantes. Alors, le premier appel à l'action. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à travailler de manière isolée. Le monde est de plus en plus divisé, mais on ne peut pas continuer de tomber dans les pièges de la division. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être divisés par la nationalité, par la race, par le sexe, la religion ou par l'appartenance politique. Si nous voulons vraiment résoudre certains des problèmes sociaux les plus complexes de notre époque, on va devoir travailler collectivement au-delà des silos, car beaucoup de ces problèmes que nous essayons de résoudre sont vraiment complexes. Et ils sont trop complexes pour être résolus par des acteurs isolés. C'est pour ça, en fait, qu'on a l'action collaborative et l'action collaborative va rester un pilier essentiel de notre stratégie. Prochaine diapositive. Donc, ce qui nous amène, en fait, à l'appel à l'action, au deuxième appel à l'action. Nous devons aussi trouver des façons de promouvoir des politiques progressistes pour les groupes pour les groupes privés d'équité. Que ce soit au niveau fédéral, provincial ou municipal, il existe en fait une politique publique que vous pouvez changer ou promouvoir pour accroître les protections de votre communauté. L'une des choses que nous entendons souvent de la part des communautés est c'est qu'elles n'ont pas les moyens de s'engager dans le travail de politique publique. Et c'est là, en fait, un apport que notre stratégie de financement peut amener pour votre organisation. On peut vous aider à atteindre ces objectifs. Quelles que soient les personnes avec qui nous avons parlé lors des consultations, les politiques publiques ont clairement été identifiées comme un levier de changement clé auquel il va falloir donner priorité. Et c'est le travail que nous voulons financer. Cependant, pour nous, le changement des politiques ne doit pas forcément consister à proposer des nouvelles lois. Il peut également être à propos de l'utilisation des lois existantes pour la protection des communautés.
Prenons par exemple l'exemple d'un de nos partenaires, DTMF, qui est l'Association pour les droits des travailleurs de maisons et de fermes, euh, qui en fait a lancé un défi de droit constitutionnel sur les permis de travail ouverts au Canada. Il s'agit d'une organisation qui s'inscrit dans un mouvement national en faveur des droits des migrants. Nous l'avons donc financée dans le cadre d'un changement de politique, mais elle s'inscrit également dans le cadre de l'action collaborative, ce qui est souvent le cas. Donc, il n'est pas nécessaire en fait de choisir un seul des piliers de la stratégie. Ils sont souvent très complémentaires. On a aussi, peut-être un dernier raffinement qu'on a fait aussi, c'est au niveau du soutien au changement de politique institutionnelle. Donc, ce qu'on a entendu aussi, c'est qu'il y a certaines organisations qui ont tellement de pouvoir, en fait, en société que lorsqu'ils font des changements de politique, c'est un peu équivalent à faire un changement de loi. Donc, à ce niveau-là, on a donc décidé de faire un petit changement. Donc, on peut aussi avoir un alignement au niveau des changements euh, de politique si, s'il s'agit de changer en fait les politiques d'une organisation qui a vraiment un gros impact sur les communautés dignes d'équité. La seule nuance qu'il faut apporter, c'est qu'on ne va pas en fait financer cette organisation elle-même pour créer le changement. On va plutôt financer les groupes communautaires qui essaient de faire un plaidoyer pour le changement des pratiques de cette organisation ou de cette institution. Si on peut passer en fait à la prochaine diapositive. Alors, notre troisième et dernier appel à l'action concerne l'histoire. Nous devons développer une compréhension plus approfondie de l'histoire et afin de pouvoir remédier aux préjudices historiques. Pour ce faire, notre équipe a introduit un tout nouveau pilier dans notre stratégie. C'est un troisième pilier que nous appelons le pilier de la régénération. Bien que le concept de la régénération soit un concept de biomimétisme, ce que ça veut dire, c'est en fait c'est une idée qui copie un peu les lois existantes dans la nature, ce que les groupes autochtones du monde entier font depuis des millénaires. Notre compréhension de la régénération est principalement en termes de guérison et de restauration de systèmes sociaux et humains sains. La régénération implique souvent une perturbation historique qui a réellement amputé une communauté d'une fonction saine. Le processus de régénération prend racine dans l'histoire pour guérir et réimaginer un nouvel avenir. Grâce à la régénération, nous pouvons désormais soutenir les innovations locales menées par les communautés touchées, mais nous pouvons également soutenir des programmes de guérison à long terme pour les communautés. Alors, pour donner juste un exemple, le partenariat que nous avons établi avec l'organisation qui s'appelle Acoma Holdings en Nouvelle-Écosse est un exemple de ce type de travail. De nombreuses communautés africaines de Nouvelle-Écosse sont issues en fait de l'esclavage aux États-Unis. Ils sont vu offrir des terres lorsqu'ils se sont battus aux côtés de l'Empire britannique. Acoma Holdings est l'un des plus grands propriétaires fonciers dirigés par les Noirs en Amérique du Nord. Avec 320 hectares de terre, ils tentent de promouvoir l'économie coopérative, de renforcer le pouvoir économique de leur communauté. Mais ils font ça en même temps sur le même site où abritait autrefois ce qu'on appelait l'orphelinat pour les enfants de couleur, un lieu de traumatisme pour de nombreux membres de la communauté. Donc, ce travail pourrait donc être considéré comme un travail de régénération si Acoma Holdings est capable d'utiliser ce qui était un lieu de traumatisme pour certaines personnes et en faire en fait un lieu de guérison pour la communauté. Donc, il y a beaucoup d'autres groupes à travers le pays qui font ce type de travail de guérison historique. Comme il s'agit en fait d'une stratégie qu'on vient d'introduire, donc, on ne peut pas forcément fournir plus d'exemples de partenariats, mais nous sommes impatients de travailler avec de nouveaux partenaires dans ce domaine. Alors, si on peut passer à la prochaine diapositive. En consacrant officiellement un pilier stratégique à cette guérison historique, nous pensons que notre stratégie s'aligne désormais parfaitement sur les différentes façons de comment les problèmes systémiques sont créés. Un, par les tendances et les décisions au niveau collectif, euh, ce que nous abordons avec le pilier de l'action collective. Deux, euh, quand, quand on regarde les décisions prises au niveau des institutions qui ont vraiment beaucoup de pouvoir, telles que les gouvernements,
ce que nous abordons aussi avec le pilier de changement des politiques. Et trois, en ce qui concerne les tendances au niveau historique aussi, les modèles au niveau historique que nous abordons avec le pilier de la régénération. Donc, je pense que c'est important de noter que cette perspective de régénération qui consiste à être enraciné dans l'histoire tout en regardant vers l'avenir est parfaitement représentée par l'oiseau syncophant que vous voyez, c'est un symbole sur la slide qui représente la régénération. C'est l'un des symboles à Caen, à Dinkra, qui représente la pratique consistant à regarder en arrière pour aller de l'avant. Les symboles à Dinkra sont d'anciens symboles du peuple Akan d'Afrique de l'Ouest. Et dans ce symbole, l'oiseau regarde en arrière, mais son corps est tourné vers l'avant. C'est donc ce type de positionnement-là que nous voulons investir, dans ce type de positionnement que nous voulons investir dans la régénération. Alors, si on pouvait passer à la prochaine slide. Si tu peux passer à la prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, en résumé, nous allons continuer de soutenir l'action collective et le changement des politiques. Mais nous disposons désormais également d'un nouveau pilier qui est la régénération. Nous donnerons également la priorité au financement des groupes privés d'équité et des groupes intersectionnels dans l'ensemble de nos programmes. Ce que j'aimerais peut-être préciser au niveau de la régénération, si vous aviez eu l'opportunité de parler avec mes collègues, ils vous auraient expliqué qu'en fait, on a tout un peu notre propre façon de voir un peu la régénération. Et donc, euh, dans, y- dans un premier temps, on peut en fait penser à tout l'historique colonial qui a impacté certaines communautés et qui a en fait créé certains traumatismes qui peuvent être résolus ou qui doivent être attaqués un peu par un processus de régénération. Dans un deuxième temps, il y a aussi le côté que souvent on essaie d'amener certaines communautés dans un processus de développement de politique publique ou de développement d'actions collaboratives, alors que certaines communautés sont encore limitées par des problèmes traumatiques qui sont liés à l'histoire. Donc c'est un peu pour ça que l'introduction du pilier régénération nous permet en fait d'aider certains groupes et certaines communautés à pouvoir même se préparer aux prochaines étapes de la stratégie. Alors, j'aimerais maintenant passer peut-être à expliquer un peu plus ce que nous ne finançons pas. Alors, ce que nous ne finançons pas est tout aussi important que ce que nous finançons. Ces décisions ont été prises stratégiquement par la Fondation Mékonnen afin d'être spécifiques dans notre approche du soutien au changement systémique et sont conformes aux exigences légales pour les fondations. Bien que le texte figure sur la diapositive, nous allons également le lire à haute voix pour des raisons d'accessibilité et de clarté. Si vous avez des questions sur nos programmes et nos opportunités, veuillez les ajouter à la boîte de questions et réponses et nous y répondrons tout au long de la présentation et à la fin de la session. Veuillez noter que nous ne répondrons pas aux questions spécifiques concernant votre projet unique, ni nous n'évaluerons pas l'éligibilité de votre projet. Alors, qu'est-ce qu'on ne finance pas? Premièrement, nous ne prenons pas en considération les demandes qui font partie d'une campagne de financement général. Nous ne finançons pas les demandes qui visent à réduire un déficit ou celles pour la dotation d'une université ou d'un hôpital. Nous ne finançons pas les demandes pour les fonds de roulement annuels ou d'autres coûts récurrents, à moins qu'ils ne soient liés à une de nos sphères d'intérêt et à la réussite du projet proposé. Nous ne finançons pas les activités impliquant des activités politiques de nature partisane. Nous ne supportons pas les projets impliquant des activités ou des objectifs strictement religieux, ou des projets dont l'unique but est la recherche fondamentale ou universitaire. Sont exclus également les projets pour des organisations ou des projets établis ailleurs qu'au Canada. Donc, c'est la même chose pour les projets de développement international. On ne finance pas non plus les projets ayant pour but d'encourager les solutions fondées sur la nature,
comme la reforestation et la plantation d'arbres ou la conservation de la nature ou de la biodiversité. Nous ne finançons pas non plus les projets ciblant des besoins organisationnels urgents. Donc, on ne va pas aussi supporter les projets ou les demandes soumises par des organisations à but lucratif, sauf dans de rares cas particuliers. Ou alors des projets pour des écoles privées. Finalement, on ne financeront pas non plus des projets pour la prestation de services de première ligne, par exemple les banques alimentaires, les refuges, etc. Donc, de façon générale, nous ne prenons pas en considération les demandes dont l'activité principale est la production d'un film, d'une vidéo ou d'une publication, une conférence, un atelier ou un séminaire, euh, de la formation, des bourses d'études ou des subventions. Bien que ces activités puissent faire partie, en fait, d'un projet ou d'un programme un peu plus vaste. Alors, si on peut passer à la prochaine slide. Alors, donc, ce qu'on pense qui est important de mentionner, en plus des critères de décision, c'est aussi les façons et les priorités qui informent un peu nos décisions. Et avec la stratégie raffinée, on essaie de clarifier un peu euh, certaines de ces lentilles qu'on utilise pour analyser les projets. Et l'une des premières lentilles qui est vraiment importante, c'est le pour et par, qu'on peut peut-être traduire rien pour nous sans nous. Donc, euh, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut vraiment financer des projets menés par et pour les communautés touchées par un problème. Nous savons que les personnes les plus touchées par un problème ont souvent les meilleures idées et la meilleure compréhension pour les résoudre. Et nous voulons financer ces communautés sur le terrain pour qu'elles fassent le travail nécessaire. Nous voulons remettre en question les hypothèses précédentes selon lesquelles les personnes extérieures à la communauté ont la meilleure solution et nous éloigner d'une approche qu'on pourrait décrire comme une approche parachutée. Donc, en essayant de nous éloigner de certaines anciennes méthodes de travail, nous voulons soutenir aussi des projets qui font de même et qui remettent en question les systèmes et les hypothèses néfastes que la société a normalisées. Nous savons que nos méthodes de travail actuelles ne suffisent pas à résoudre les grands problèmes de notre temps et nous nous réjouissons de travailler en partenariat avec des organisations et des communautés qui tirent des leçons de l'histoire et rêvent de l'avenir d'une manière nouvelle et passionnante. Un exemple de ce type de réflexion est une organisation comme Can't Buy My Silence. Je ne pense pas que j'ai la traduction en français, mais c'est une organisation en fait que nous avons récemment financée. Elle s'efforce d'éliminer l'utilisation d'accords de non-divulgation dans les contrats de travail afin d'empêcher que les survivants de violences sexuelles soient réduits au silence, parmi d'autres utilisations abusives d'accords de non-divulgation dans le cadre de l'emploi. Alors, une autre priorité aussi qui informe nos décisions, c'est le fait qu'on essaie de reconnaître un peu que les fonds philanthropiques ont été inégalement répartis et que de nombreuses organisations communautaires, en particulier les organisations euh, les plus petites, sont souvent sous-financées. Les groupes bien dotés en ressources continuent souvent d'attirer davantage de fonds, ce qui a pour effet de reléguer à la marge des groupes qui remettent en question les idées reçues. Donc, nous espérons soutenir intentionnellement les groupes qui sont souvent négligés par la philanthropie. Nous espérons également soutenir des projets qui ont des objectifs spécifiques et clairs. Même si nous reconnaissons que les projets changent parfois, euh, les projets peuvent être sur des enjeux très complexes. La clarté des objectifs et des résultats nous aide à comprendre et à prendre l'alignement d'un projet par rapport à notre stratégie. Il ne s'agit pas d'être clair dans notre langage, il s'agit plutôt de savoir comment l'équipe peut mieux comprendre le projet et évaluer l'impact du projet. En ce qui concerne la spécificité, nous cherchons moins à généraliser. Pour donner un exemple, donc on pourrait avoir quelqu'un qui nous envoie une demande pour dire qu'on veut faire l'éradication de la pauvreté. Donc ça, c'est vraiment très global. Et donc quand on parle de spécificité, on aimerait plutôt avoir des objectifs un peu plus spécifiques. Par exemple, peut-être en agissant sur une politique spécifique ou un levier de changement spécifique qu'on espère en fait réduire le taux de pauvreté.
Alors, bien que tous ces critères montrent comment une organisation peut s'aligner sur notre stratégie, il est possible en fait que votre projet s'aligne sur tous ces critères et que malheureusement on le finance, on ne le finance pas pour autant. Cela s'explique par le fait que nous devons prendre en considération de nombreux autres facteurs. On essaie d'être très transparent, mais en fin de compte, les décisions sont influencées par de nombreux facteurs et par aussi l'expérience que nous avons acquise dans l'application de ce processus décisionnel. Et je voulais vous donner peut-être un exemple d'autres facteurs qui peuvent entrer en compte. Et c'est un concept qu'on appelle à l'interne, en tout cas, l'additionnalité. Donc, c'est-à-dire que quand on reçoit une demande, on essaie souvent de réfléchir à comment est-ce que une nouvelle subvention va être complémentaire au portfolio de projets qu'on a déjà. Parce qu'en fait, on a quand même des ressources limitées et on a l'ambition de créer un changement systémique. On doit financer un grand nombre de différentes communautés qui ont des besoins distincts. Et donc, pour ces raisons-là, on essaie de nous assurer que les investissements qu'on fait sont un peu complémentaires, qui vont un peu dans la même direction du point de vue de la stratégie. Donc, ça veut dire que il pourrait très bien avoir une opportunité qui est une très bonne opportunité, mais si ça rajoute pas forcément une valeur ajoutée au portfolio qu'on a, peut-être que ça serait une raison pour laquelle ça serait pas l'opportunité sur laquelle on se focuserait. Alors, je pense que c'est important de clarifier ce genre de facteurs-là. Si on peut passer en fait à la prochaine slide. Alors, donc, on doit se poser la question, est-ce que nous sommes actuellement en train de joindre le geste à la parole? À l'instar de la plupart des fondations au Canada, on est nous commençons le chemin et nous essayons vraiment de faire mieux. On est dans un processus d'apprentissage et d'amélioration. On est très fiers de tous les partenariats qu'on a actuellement. Mais sachant qu'il est parfois facile de naviguer un peu la liste qu'on a au niveau de communauté des projets qu'on a financés, on a voulu mettre en lumière certains exemples de partenariats que nous avons lancés. Donc, à l'écran, présentement, vous voyez par exemple Disability Without Poverty, ça c'est un partenariat qu'on avait qui touche un peu les personnes qui vivent avec les handicaps. On a le partenariat avec Acoma Holdings que j'ai mentionné avant qui touche les communautés noires de la Nouvelle-Écosse. On a le partenariat avec le réseau Enchanté qui est vraiment pour les groupes LGBTQ. Et on a le partenariat avec le centre de réfugiés qui travaille avec les nouveaux arrivants, les réfugiés et finalement, on a aussi des partenaires avec un groupe comme le Canadian Network of Community Land Trust, où c'est vraiment des groupes divers de toutes sortes de communautés, mais qui travaillent sur des projets des solutions d'aide mutuelle, qui permettent en fait de créer un peu du pouvoir dans les communautés. Donc, c'était juste pour vous donner un exemple de partenariats qu'on considère qui sont des partenariats d'impact. Euh, donc, cette livre couvre un grand nombre de groupes privés d'équité que nous souhaitons soutenir. Mais un groupe clé que nous devons trouver le moyen de soutenir davantage dans les communautés est celui des communautés autochtones. Donc, la sphère d'intérêt réconciliation est vraiment spécifique à la réconciliation économique. Et lorsqu'on a fait notre consultation, les membres de la communauté nous ont dit que on doit trouver des façons de continuer d'inclure les communautés autochtones dans la sphère d'intérêt communauté également. Parce qu'en fait, tous les besoins de la communauté autochtone ne sont pas satisfaits par la stratégie qu'on a. Donc ça, c'est définitivement un raffinement qu'on a fait et qu'on clarifie. Donc, dans le futur, on va en fait faire des subventions qui vont essayer de régler les problèmes systémiques dans les communautés autochtones, dans la sphère communauté également. Alors, si on peut passer à la prochaine slide. Alors, donc, en fait, il est important de rappeler l'hypothèse qui sous-tend un peu certains de nos choix. Nous pensons qu'en nous concentrant sur les causes profondes de problèmes systémiques rencontrés par les personnes les plus marginalisées de la société et en investissant dans les projets audacieux qui font la promotion de l'action collective, du changement des politiques, de la régénération sur des questions qui affectent particulièrement ces communautés mal desservies,
En donnant du pouvoir à des groupes qui sont généralement ignorés par la philanthropie, nous pensons que nous serons en mesure de maximiser l'impact de nos subventions et d'aider tout le monde, même au-delà des populations cibles dans lesquelles nous investissons. Parce que lorsque nous aidons les personnes les plus mal desservies en société, on aide en fait tout le monde. Donc c'est un peu la logique qu'on a au niveau de notre stratégie. Malheureusement, ce que ça signifie aussi, c'est que des fois, ça veut dire on va pas pouvoir financer euh, certains projets qui ont pourtant un impact réel et apportent des changements importants dans les communautés, mais qui ne correspondent pas forcément à la manière comment est-ce qu'on a formulé notre stratégie. Donc, je pense que c'est important de préciser que, comme on l'a mentionné avant, il y a de nombreuses variables qui influent en fait la manière dont nous prenons nos décisions. Il arrive que nous établissons des partenariats avec des groupes qui ne sont pas forcément en phase avec la stratégie lorsqu'on trouve que ça fait du sens. Et même si nous voulons être clairs sur nos critères, il y a vraiment d'autres facteurs qui influencent la prise de décision. Donc, on veut aussi faire preuve d'une certaine flexibilité sur nos critères lorsque ça fait du sens, en fait. Plus important encore, il est important que les groupes comprennent que nous pouvons travailler en partenariat avec vous et pas seulement en tant que bailleur de fonds. Il y a plusieurs autres rôles qu'on aimerait jouer en tant que fondation. Ils sont tous décrits sur notre site web si vous allez dans la section sur les valeurs. Et ces rôles-là ne concernent pas uniquement le domaine de la sphère d'intérêt communauté, mais ils concernent en fait toute la fondation. Alors, si on peut passer à la prochaine slide. Alors, après tous ces détails, si vous pensez que votre organisation correspond bien à la sphère d'intérêt communauté et que vous voulez lancer un partenariat avec nous, comment vous procédez pour poser votre candidature? En fait, on reçoit des demandes chaque jour, donc on a un processus en continu. Vous pouvez faire votre demande en ligne. On a aussi un processus en deux phases. Donc, la première phase, c'est que vous nous envoyez une expression d'intérêt. Une fois qu'on analyse votre demande sur la base de l'expression d'intérêt, si on trouve qu'il y a assez d'aliments avec la stratégie, on va vous envoyer une invitation pour une demande plus détaillée. Et lorsque vous envoyez cette demande détaillée, le processus qu'on va utiliser pour prendre notre décision, c'est un processus de diligence raisonnable qu'on va faire en collaboration avec vous pour essayer de nous amener à mieux comprendre en fait le problème et les solutions que vous apportez. Alors, si on peut passer à la prochaine slide. En plus du webinaire d'aujourd'hui, nous aimerions également partager avec vous quelques ressources supplémentaires. Premièrement, il y a le guide des contributions et partenariats que je vous conseille fortement de lire, qui est sur notre site web. Il explique en détail comment nous prenons nos décisions de financement et il offre plus en fait d'informations que ce qui a été présenté aujourd'hui. C'est aussi là que vous trouverez plus de détails sur les priorités de financement des autres domaines, des autres sphères d'intérêt. Vous y trouverez également un exemple de demande qui vous donnera un aperçu des questions posées et du budget. Étant donné que notre stratégie vient juste d'être affinée, il est important qu'on note que nous allons en fait ajuster les questions dans le formulaire d'application. Euh, euh, et notre objectif, c'est de nous assurer que les questions sont mises à jour dès janvier 2025. Si vous ne savez pas si vous seriez un bon partenaire pour un partenariat avec la Fondation dans la sphère d'intérêt communauté, n'hésitez pas à contacter les membres de notre équipe en utilisant les heures de bureau virtuelles. Donc, à chaque semaine, on a l'opportunité de parler avec les membres de la communauté pour pouvoir entendre en fait les idées qu'ils ont et pour pouvoir juste avoir des conversations, expliquer un peu comment prendre nos décisions. Et ça nous fait toujours plaisir de pouvoir rencontrer des nouveaux partenaires potentiels. Donc, n'hésitez pas à, à demander une rencontre en bureau virtuel pour rencontrer les membres de notre équipe. Enfin, notre base de données de financement répertorie les différents projets que nous avons financés, les subventions les plus récentes étant celles qui correspondent le mieux à notre stratégie actuelle. Donc, si vous voulez vraiment voir, il faut faire attention, faut aller sur la base de données, sélectionner euh, notre focus, notre sphère d'intérêt et faut utiliser les deux menus pour que la liste apparaisse clairement.
Alors maintenant, voilà, donc c'est vraiment tout pour nous aujourd'hui. On va passer à la période des questions-réponses. Très bien, merci Naolo. Je me présente, je suis Mathieu de l'équipe des communications et je vais lire les questions qu'on a reçues dans la boîte de questions et réponses pour que Naolo puisse y répondre. Donc, nous avons reçu une première question qui a été répondue par écrit par Francis lors du webinaire, mais je vais lire la question et la réponse et Naolo pourra y ajouter quelques commentaires si nécessaire. Donc, la question est, la Fondation ne donne pas au fonds de dotation des universités, mais continuez-vous à financer des projets spécifiques des universités en lien avec vos sphères d'intérêt? Et Francis avait répondu, nous avons récemment mis à jour nos lignes directrices à l'intention des établissements postsecondaires qui souhaitent présenter une demande de contribution. Grâce à nos sphères d'intérêt, à savoir le climat, la réconciliation et des communautés, nous cherchons à nous engager directement auprès des communautés et par conséquent à orienter nos contributions principalement vers des organisations dirigées par la communauté. Toutefois, dans certaines circonstances, les contributions à un partenaire universitaire peuvent s'avérer nécessaires pour atteindre des objectifs de la communauté et vous pouvez en savoir plus sur les conditions d'éligibilité spécifiques dans notre guide des contributions et des partenariats. Et le lien est inclus dans le chat questions-réponses. Naolo, voulais-tu ajouter un commentaire? Non, mais c'est vraiment très clair. Merci pour la question déjà, Mathieu, et merci pour la question, Monsieur Alain Gravel. Frances a bien répondu. Peut-être juste donner un contexte un peu plus large. C'est sûr que quand on regarde un peu les données historiques aussi, on a beaucoup d'informations qui démontrent en fait que souvent en philanthropie, le genre d'institutions qui ont attiré le plus de financement ont été les hôpitaux et les universités. Et c'est pas forcément pour... il y a de très bonnes raisons pour ça. Mais lorsqu'on a une stratégie où on essaie de supporter un peu les groupes dits d'équité, surtout ceux qui n'ont pas été considérés par la philanthropie historiquement, ça veut dire qu'en fait, on doit un peu réaligner un peu la façon euh, comment est-ce qu'on partage en fait nos ressources. Par contre, ce qui est important de noter, c'est que le milieu académique reste un partenaire clé même pour le secteur social. Donc, il y a certaines opportunités où il fait vraiment, vraiment beaucoup de sens de financer en fait un projet où que les partenaires académiques jouent un rôle important. Parce qu'il y a des rôles que les partenaires académiques sont vraiment les seuls à pouvoir jouer si tu parles de recherche. Euh, bon, en tout cas, c'est sûr qu'on peut faire la recherche communautaire, mais euh, on voit beaucoup de projets d'impact où qu'il y a une collaboration avec le milieu académique. Nous, ce qui est important pour nous, c'est le leadership du projet et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on finance surtout les projets qui sont menés par les communautés. Merci beaucoup, Naolo. Et je voulais juste ajouter une précision. La question a été posée par Humera Carceli d'HEC Ah, OK, bien sûr. Montréal. Et puis, je vous invite à poser plus de questions. Ne soyez pas gênés, hésitez, n'hésitez pas. Euh, et là, nous allons passer à la question d'Alain Gravel qui dit, est-ce que la Fondation privilégie les projets à court terme ou pourrait envisager un partenariat pour le développement et la mise en œuvre de projets à long terme? Je vais juste lire la réponse de Francis qui a déjà OK. répondu, et puis dans l'autre, tu pourras y ajouter des précisions. La réponse est les contributions sont généralement octroyées sur une période de 2 à 5 ans, et en général, les contributions pluriannuelles d'environ 200 000 à 300 000 dollars sont considérées comme un appui modeste, de 500 000 à 600 000 dollars comme un appui moyen, et de 800 000 dollars et plus comme un appui plus important. Voulais-tu ajouter quelque chose, Naolo? Oui, juste peut-être rajouter que il y a, on a peut-être vraiment une préférence pour le long terme. Mais c'est pas juste en termes de financement, mais même l'impact à long terme. Donc, quand on a introduit un pilier comme le pilier de la régénération, c'est sûr que c'est pas forcément des choses qui se font en juste quelques années. Ça peut être un long processus d'impact. Donc, on est vraiment intéressé
au changement à long terme. Et je pense que c'est en fait, on clarifie sur notre site web aussi que on s'intéresse en fait au travail générationnel également. Bien. Merci beaucoup, Naolo. Donc, c'était les deux questions qu'on avait. Donc, je vous invite à en poser plus si vous en avez. Ne soyez pas gênés. Nous sommes là pour ça. Euh, En attendant, on peut remercier nos interprètes, Mervan et Yvon. Aussi, notre équipe communauté. Comme vous voyez, ces diapositives sont juste le reflet d'un très grand travail. Donc, merci à Naolo, Francis et Lily. Et puis, pour le côté technique, à Misa et à Maggie, ainsi qu'à Agencé, qui a été un partenaire clé pour le raffinement de cette stratégie que vous voyez aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, si on n'a pas d'autres questions, peut-être qu'on peut terminer en fait la session. Oui, On a une question. une question. Juliana Cortez. Existe-t-il un nombre maximum d'années de financement? OK. En fait, en général, nos financements vont aller de 2 à 3 ans. Euh, on, donc, peut-être la façon de répondre à cette question, c'est qu'on n'est pas forcément, on fait pas forcément beaucoup de renouvellement. C'est plutôt exceptionnel quand on fait des renouvellements. Et la raison pour laquelle c'est exceptionnel qu'on fasse des renouvellements, c'est qu'on n'a pas vraiment forcément beaucoup de ressources. On n'est pas comme comparativement, par exemple, au gouvernement qui peut offrir du financement euh, à l'opération et qui revient souvent. Nous, une fois on commence à offrir trop de renouvellement, ben, en fait, notre portfolio commence à être limité. On peut plus en fait commencer des nouveaux partenariats. Donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est sûr qu'il y a certains moments où on va faire du renouvellement, mais c'est plutôt exceptionnel. Donc, peut-être la façon de répondre, c'est pas qu'il y a une limite vraiment, mais il y a une limite peut-être budgétaire qui fait que c'est très rare qu'on va s'engager à vraiment très très long terme au niveau du financement. Mais ça ne veut pas dire que le partenariat n'est pas un partenariat à long terme. Donc, ce qu'on peut faire souvent, c'est qu'on trouve d'autres partenaires philanthropiques dans le domaine pour voir s'ils peuvent continuer le financement ou alors on se met ensemble avec d'autres partenaires philanthropiques pour essayer d'aider une organisation à continuer. Mais un élément important peut-être à clarifier, c'est que aussi au niveau de notre analyse de demande, c'est souvent une des questions, la résilience financière d'une organisation au-delà de notre support. C'est souvent une des questions aussi qu'on regarde. On essaie de s'assurer que lorsqu'on offre une subvention, on ne crée pas forcément un besoin au niveau de l'organisation qui va faire qu'ils vont avoir une dépendance par rapport à cette subvention-là. Donc, c'est pour ça que si vous envoyez une demande, vous allez voir au niveau du formulaire de budget qu'on demande souvent où est-ce que vous trouvez les autres ressources financières pour l'implémentation du projet. Donc, ça fait partie des questions qu'on regarde également. Merci beaucoup, Naolo. On a le temps pour d'autres questions. Donc, on va peut-être attendre OK? 15-20 secondes, voir si une ou deux dernières questions. Questions, commentaires. Si on n'a pas d'autres questions et de commentaires, euh, donc ce qu'on peut faire aussi, c'est alors, alors, ce qu'on peut faire également, c'est on va vous envoyer les slides. Et donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre des rencontres virtuelles avec notre équipe et on va pouvoir vous parler directement. Merci. Merci beaucoup. Merci, Naolo. Merci à tous. Au revoir.
All right. Merci à tous. Yvon, j'ai, I was watching you. I'm learning ASL, and it was cool to see like the alphabet is the same, but so many other signs are different. So, that was really great. Thank you so much. Great. All right. I think that's it. We can all log off. Any other final thoughts from anyone? Just want to say congratulations. That was amazing. So smooth and just fantastic. So I know this is a huge milestone for your team. So I wanted to send my deep congratulations. Great. Okay. Thanks, everybody. Bravo à tous. Nello says, sorry I left. There were still people there, but also says thanks. Thanks, everyone. Take care. Merci aux interprètes. Merci. Bye. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.